Salut tout le monde, Sébastien. Après une longue période d'inactivité, je reviens enfin sur ConfTube pour de nouveaux topos. Cette fois-ci, ce sera sur les tumeurs intracrâniennes, un topo qui est important, même si les tumeurs intracrâniennes sont très rares, mais elles restent quand même au programme. Étant donné que ce topo sera quand même assez exhaustif, on va le faire en deux parties. La première partie concernera les tumeurs malignes, la deuxième partie les tumeurs bénignes. Et je m'appuie bien sûr sur le collège de neurochirurgie pour avoir toutes les informations, pour vous donner le meilleur de ce que vous devez savoir. Grosse diapo de généralité, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, les tumeurs intracrâniennes c'est quelque chose de rare, mais vous devez le savoir parce que c'est au programme et vous en rencontrerez tout au long de votre carrière. Concernant les facteurs de risque, à titre général, il y en a très peu qui sont connus. Il y a quelques syndromes génétiques, notamment pour les méningiomes, les neurinomes, l'irradiation aussi pour les méningiomes et quelques tumeurs malignes. Et l'imprégnation hormonale, c'est surtout pour les méningiomes. Bon, ça on y reviendra surtout dans les tumeurs bénignes. Sinon, concernant le mode de découverte, là c'est vraiment les trucs classiques qu'il faut savoir. L'hypertension intracrânienne, bien sûr, étant donné qu'une tumeur cérébrale c'est quand même quelque chose qui grossit à l'intérieur de la boîte crânienne qui est inextensible, ça pousse dans le cerveau, donc hypertension intracrânienne. Crise d'épilepsie, ça va quelque chose qui altère le cerveau, qui va l'endommager, peut entraîner une crise d'épilepsie. Déficit neurologique focal. Focal, ça signifie qu'un symptôme donné peut être retrouvé une lésion à une localisation donnée. Ici, classiquement, c'est un déficit neurologique focal moteur peut être retrouvé, sensitif, comportement, si c'est notamment au niveau du lobe frontal, et des nerfs crâniens. Sinon, les troubles endocriniens, si c'est une tumeur qui concerne la région supracellaire. Les troubles visuels, si ça concerne le nerf optique, le chiasme optique ou le tractus rétrochiasmatique. Et sinon, découverte fortuite, ça arrive. Surtout pour les tumeurs bénignes, mais même pour les tumeurs malignes. Les examens complémentaires, ça c'est pas très compliqué. Il faut une imagerie cérébrale, il faut que ce soit injecté pour voir la rupture de la barrière hémato-encéphalique. Et le meilleur, c'est l'IRM. Les diagnostics différentiels, avec quoi est-ce qu'on peut confondre une tumeur intracrânienne ? Déjà l'hématome intraparenchymateux, que ce soit par la clinique, mais aussi par l'imagerie. Une tumeur hémorragique peut se révéler comme un hématome intraparenchymateux. Un abcès intracérébral, ça ressemble beaucoup à une tumeur intracrânienne sur l'imagerie. Un AVC par sa clinique, même si l'AVC est brutal, il arrive très souvent que sur des IRM à bilan d'AVC, il y ait retrouvé une tumeur cérébrale. Et affections inflammatoires, exemple la sclérose en plaques, où il y a des fois des prises de contraste qui sont un petit peu bizarres de la substance blanche et qui peuvent faire évoquer quelque chose de tumoral à tort. Comme toute tumeur, et notamment tumeur maligne, on n'échappe pas à la discussion 1 RCP. D'ailleurs, quelque chose qu'on échappe ici pour tout ce qui est tumoral, c'est la classification de TNM. Il n'y a aucune classification de TNM pour les tumeurs intracrâniennes, et comme ça au moins vous êtes bien tranquille. Autre chose qui est important à savoir, la différence entre les adultes et les enfants. Là, c'est vraiment un topo sur les adultes. Les enfants, je vous dis juste 2-3 mots histoire que vous le sachiez. Donc les adultes, ça touche surtout la loge supratentorielle. C'est au-dessus de la tente du cervelet, donc c'est tout ce qui est cerveau globalement. Alors qu'en dessous de la tente du cervelet, il y a le cervelet, le tronc cérébral. Et là, ça va toucher, c'est quelque chose qui est plus retrouvé chez les enfants. Chez les enfants, il y a d'autres types histologiques, comme le méduloblastome, l'astrocytome pilocytique, l'épendymome, sachant que l'astrocytome pilocytique, c'est une lésion gliale de grade 1, et ça on y reviendra juste après. D'ailleurs, chez les enfants, dans la loge infratentorielle, il y a souvent un effet de masse qui va appuyer sur le quatrième ventricule et sur l'aqueduc de Sylvius, et ça aura pour conséquence une hydrocéphalie. Donc il arrive très fréquemment que sur un bilan d'hypertension intracrânienne, de l'enfant bien sûr, on retrouve sur l'imagerie cérébrale une tumeur en fosse postérieure. Voici donc une IRM retrouvant chez un enfant une grosse tumeur de fosse postérieure. D'ailleurs, on va mettre de suite le pointeur laser. La tumeur, bien sûr, elle est ici. Elle appuie sur le quatrième ventricule et sur l'aqueduc de Sylvius et entraîne donc en amont une hydrocéphalie. Un autre exemple chez un autre enfant, encore une tumeur au même endroit qui est différente cette fois-ci et qui entraîne une hydrocéphalie qu'on voit super bien sur le coupe axial avec ici de la résorption transépendymaire, qui est un caractère qui montre que c'est quelque chose qui est aigu, rapidement évolutif. Donc, je vous l'avais dit, ce topo sera en deux parties. La première partie, les tumeurs malignes, on va parler des lésions gliales et des métastases cérébrales. La deuxième partie, c'est sur les tumeurs bénignes. Il y a beaucoup de types histologiques différents, mais vous en faites pas, on va y aller plutôt vite dessus, sur la deuxième partie évidemment. Donc les lésions gliales, c'est la première partie, ce sont des tumeurs qui se développent aux dépens des cellules de la glie. Les cellules de la glie, ce ne sont pas les neurones. Les neurones, ça ne se divise pas. Les cellules de la glie, c'est tout ce qui est astrocytes, oligodendrocytes par exemple.
c'est la tumeur intracérébrale primitive, et ça c'est méga important, qui est la plus fréquente. Primitive parce qu'elle vient directement des cellules du cerveau et elle ne vient pas d'ailleurs, ce ne sont pas les métastases, parce que les métastases cérébrales, ce sont les tumeurs intracérébrales les plus fréquentes tout court. Il y a d'autres types d'histologies dont je ne vous parlerai pas, comme l'épendymomes, le méduloblastome, qui ne sont pas des tumeurs gliales, mais qui sont d'autres tumeurs primitives intracérébrales. La seule chose à bien savoir, c'est que pour le lymphome, je ne vous montrerai pas d'image ni quoi que ce soit, juste savoir que le diagnostic se fait sur des biopsies et le traitement ne se fait pas sur une exérèse chirurgicale, mais sur de la chimiothérapie. Sachant que pour faire des biopsies, il ne faut pas donner des corticoïdes. Les corticoïdes, ça marche bien pour faire diminuer l'œdème des tumeurs cérébrales, et donc ça soulage le cerveau, ça fait du bien aux patients. Sauf que là, pour le coup, les corticoïdes, c'est un traitement curatif du lymphome. Donc si on en donne avant de faire les biopsies, ça peut négativer les biopsies. Voilà, c'est le seul truc à savoir pour vous. Les lésions gliales, il y a 4 grades. Le premier, c'est l'astrocytome pilocytique. C'est le truc le moins grave. Une exérèse chirurgicale totale, ça le soigne. Et c'est notamment plus chez l'enfant que chez l'adulte. Chez l'adulte, on va retrouver surtout les lésions de grade 2, 3 et 4. Le 4, je l'ai mis en gras parce que c'est le plus fréquent et le plus important. En 2, les lésions gliales de bas grade, comme l'astrocytome diffus, l'oligodendrogliome, l'oligoastrocytome, vous pouvez oublier ces mots-là. C'est quelque chose qui a une évolution qui est quasi certaine vers le haut grade et vers le glioblastome. Donc là, on arrive déjà sur quelque chose qui va grandement faire diminuer l'espérance de vie du patient. Le grade 3, c'est haut grade, c'est anaplasique. C'est un peu pareil, mais avec de la prise de contraste. C'est en train de se transformer, c'est pas gentil du tout. Et le 4, c'est le glioblastome, c'est la catastrophe. Et malheureusement, c'est aussi le plus fréquent. On va les reprendre. Donc, la lésion gliale de bas grade, c'est souvent chez les sujets jeunes qui ont un tour de 20-30 ans. Découverte inaugurale sur crise d'épilepsie, c'est vraiment le grand classique. Sur l'IRM, on retrouve quelque chose qui est infiltratif, intraparenchymateuse, qu'on retrouve en hyposignal T1. Ça ne prend pas le contraste, contrairement à tout ce qui est lésion maligne, et ça a un hypersignal flair. Comment ça se traite ? Le meilleur traitement, c'est l'opération. On retire tout ce qu'on peut et après on surveille. Et en fonction du critère de malignité sur la napate, il y aura plus ou moins de la radiochimiothérapie. Tout ce qui est traitement, c'est globalement pour vous donner une petite idée des choses, mais c'est pas le plus important pour vous. Le plus important, c'est vraiment les signes qui doivent amener au diagnostic et comment vous faites le diagnostic et savoir qu'est-ce qui existe. Allez, c'est parti, vous verrez, il y a beaucoup d'imagerie sur ces topos et tant mieux pour vous. Donc pour le bas grade, on voit ici des coupes axiales d'une IRM en séquence T1 injectée et on retrouve ici un hyposignal frontal droit avec un hypersignal flair. Il n'y a pas de prise de contraste. Un autre exemple, cette fois-ci, grand classique insulaire. Là, c'est insulaire droit, hyposignal T1 injecté, hypersignal flair. Et rebelote, hyposignal T1 injecté, frontal droit, hypersignal flair. On passe maintenant aux lésions gliales de haut grade. Et quand j'entends haut grade, là, c'est pour mettre à l'intérieur les glioblastomes. Ça touche surtout les sujets qui sont plus âgés. En général plus de 50 ans, mais il arrive aussi que ça touche les sujets jeunes, voire même qui ont aux alentours de 20 ans, on en voit. Par contre, il n'y a pas de facteur de risque identifié. Il y en a qui parlent des ondes, il n'y a rien qui a été prouvé au niveau des ondes. Bon, voilà. La découverte. Encore une fois, l'hypertension intracrânienne, je vous ai déjà expliqué, le déficit neurologique est décrit comme entache d'huile. C'est quelque chose avec une symptomatologie qui se répand, qui s'étend petit à petit, étant donné que la lésion grossit et détruit et comprime petit à petit le cerveau. L'épilepsie, parce que ça agresse le cerveau, et rarement c'est fortuit, c'est quelque chose qui évolue vite, donc il y a peu de risques qu'on le découvre de façon fortuite, même si ça arrive. ASPIRM, tout ça, ce sont des mots-clés que vous devez savoir. C'est une lésion qui est souvent unique, c'est primitif. Intraparenchymateuse, donc c'est pas sur les côtés du cerveau, contrairement au méningiome par exemple. C'est infiltratif, ça rentre dans le parenchyme cérébral, il n'y a pas de limite, donc si on doit l'opérer, on ne peut pas tout retirer, il y a des cellules qui se promènent à distance, il y a un effet de masse, appui sur le cerveau, une prise de contraste en cocarde qui signe une rupture de la barrière hémato-encéphalique, un œdème périlésionnel qui signe une réaction du corps et généralement une tumeur qui est évolutive, active, des limites qui sont hétérogènes, et une évolutivité qui est rapide. Si on fait une IRM à 1 mois d'intervalle, la lésion peut doubler de volume. C'est vraiment quelque chose qui est catastrophique. Et savoir aussi que le pronostic est effroyable. La mortalité est de 100% quasiment. Il n'y a pas de traitement curatif qui fonctionne parfaitement. On a beau faire chirurgie, radio, chimiothérapie, on s'en sort pas malgré tout.
Généralement, le taux de survie est très faible. À 1 an, ils sont quasiment tous morts. Et encore, c'est beaucoup mieux qu'avant. Donc le traitement, c'est la chirurgie d'exérèse, c'est vraiment le mieux, la plus large possible, mais quelquefois on ne peut pas opérer. Et derrière, il y a quasiment toujours de la chimio et de la radiothérapie, si l'état clinique le permet. Et là, c'est parti. Je vais vous montrer beaucoup d'images de glioblastomes, comme ça au moins vous les aurez vues, et comme ça vous les reconnaîtrez. Alors, nous avons ici un glioblastome qui est frontal droit, qui est profond. On voit très bien les bords qui sont hétérogènes. C'est quelque chose qui est diffus avec un centre nécrotique, une prise de contraste en cocarde. C'est intraparenchymateux, ça exerce un effet de masse. On voit le cerveau qui est refoulé de tous les côtés. On voit ce ventricule-là qui est écrasé, le ventricule droit. On voit sur les séquences flaires beaucoup d'œdème périlésionnel qui signe une infiltration du parenchyme cérébral. Ici, on en a une autre. On voit très bien ici la lésion qui paraît au occipital gauche avec tout son œdème périlésionnel. Et là, on enchaîne. Une grosse ici. Celui-ci, c'est la catastrophe. Elle est pas très jolie non plus. Elle non plus. Bon, bref, voilà, vous en voyez plein. Celui-là, il est vraiment pas bien non plus. Et une lésion comme ça entraîne très probablement des troubles du comportement vu sa localisation. Celle-ci est au niveau temporal droit. Elle aussi entraîne un engagement temporal qui est juste ici. On voit le lobe temporal qui passe sous la tente du cervelet qui va écraser un petit peu la partie droite du mésencéphale. Celui-là, c'est la catastrophe vu sa localisation. Et pas de bol, c'est un jeune homme de 22 ans. Et oui, ça arrive. Encore une autre. Bon, bref, voilà, il y en a plein. Et on finit sur celle-ci qui est vraiment catastrophique. Maintenant, les métastases cérébrales. Donc, je vous l'avais dit, c'est la tumeur intracrânienne la plus fréquente de l'adulte. C'est une tumeur qui est d'origine secondaire, qui vient bien sûr d'un autre cancer qui est primitif. Ça arrive chez des gens relativement âgés, qui ont donc une tumeur primitive, identifiée ou non, c'est-à-dire qu'on peut soit découvrir la tumeur primitive, faire un bilan d'extension et trouver la métastase, ou alors on tombe sur il y a une symptomatologie intracrânienne, on fait une IRM cérébrale, on trouve quelque chose qui ressemble à des métastases, puis on fait un bilan d'extension et on retrouve la tumeur primitive. Donc comment est-ce qu'on le découvre ? Déjà les symptômes, ce sont les mêmes que les lésions gliales de haut grade, donc hypertension intracrânienne, épilepsie, déficit neurologique focal, mais ça peut aussi entraîner un syndrome cérébelleux, parce que les lésions gliales de haut grade sont très peu au niveau de la fosse postérieure, alors que les métastases cérébrales et cérébelleuses, bref intracrâniennes, sont très souvent en fosse postérieure. On peut aussi retrouver les métastases cérébrales sur un bilan d'extension systématique, et 20% sont de forme inaugurale. C'est-à-dire que dans 20% des cas, on retrouve la métastase intracérébrale avant de retrouver le cancer primitif. L'aspect IRM, ça ressemble aussi au glioblastome. Vous verrez les images, c'est un peu pareil. Ça dépend du cancer, des fois c'est un peu différent. Mais il y a la fosse postérieure qui est bien plus souvent atteinte. Il y a souvent plus d'une lésion et souvent elles sont plus œdémateuses. Comment est-ce qu'on les traite ? C'est pas trop à savoir pour vous. En fait, ça dépend. S'il y en a plein de petites partout, on va pas opérer, on va faire de la radiochimiothérapie. S'il y en a une grosse et qui engage le pronostic vital à court terme, il va falloir l'opérer. C'est parti pour les images. Alors là, on voit qu'il y en a partout, sur du T1 injecté. Sur les séquences T2 flair, on voit que même les petites lésions entraînent beaucoup d'œdème, ce que je vous décrivais tout à l'heure. Donc là, il y en a une grosse, et là, ça ressemble à du glioblastome. Non, c'est une métastase. Et on voit beaucoup d'œdème ici. Ici, pareil, ça ressemble à du glioblastome. Non, c'est une métastase. Là, encore des métastases, plein de métastases partout. Ça, c'était chez un jeune homme de 35 ans qui avait un cancer du poumon alors qu'il n'avait jamais fumé. Voilà. Ça, c'est le même, mais en loge supratentorielle. Quelque chose qui ressemble aussi à un glioblastome, mais qui n'en est pas un. Celui-ci, il est au niveau du gyrus précentral. On voit ici le sillon central, et qui dit sillon central dit juste devant le gyrus précentral, qui est donc là où il y a le gyrus prémoteur, l'homonculus de Penfield, et donc une lésion qui est juste ici, elle est toute petite, mais celle-ci va entraîner une paralysie. Et là, une grosse lésion aussi, qui ressemble à un glioblastome et qui est une métastase cérébrale. D'ailleurs, en parlant métastase cérébrale, il faut que je vous rajoute que les métastases intracérébrales les plus fréquentes, c'est tout ce qui est cancer du sein et cancer du poumon. C'est vraiment ce qu'on rencontre le plus souvent. Il arrive aussi qu'on rencontre des mélanomes, du rein, du côlon. C'est plus rare. D'ailleurs, celles qui sont les plus hémorragiques, qui se révèlent le plus classiquement par un hématome intracrânien, c'est le rein et le mélanome. Les autres, beaucoup moins. Bref, d'autres métastases.
Et là, voilà, on a terminé pour tout ce qui est lésions, tumeurs intracrâniennes malignes. Et dans la deuxième partie, vous aurez droit aux tumeurs bénignes. Et il y en a beaucoup plus de différentes et on va les passer en revue très rapidement. J'espère que vous avez bien compris, que vous avez apprécié tout ce diaporama d'images, comme ça vous en aurez vu plein. En sachant que dans votre carrière de médecin généraliste, des glioblastomes, donc ces tumeurs intracérébrales primitives les plus fréquentes de l'adulte, vous en verrez en moyenne qu'une seule dans votre vie. Nous, en neurochirurgie, on est très peu et il y a beaucoup de glioblastomes, entre guillemets, même si c'est rare, on les récupère quasiment tous. Donc on en voit beaucoup, on en voit vraiment tous les jours, il y a énormément de découvertes qu'on voit. Donc bon, au moins vous en aurez vu. Encore une fois, les petits emails en bas de la page si jamais vous avez besoin. Allez, salut, bon courage pour les OCN.